À l'avant, les hommes qui menaient le groupe s'arrêtèrent, crièrent les ordres d'une voix enfiévrée, mauvaise. Ils avaient allumé les lampes torches qu'ils braquaient tour à tour sur les figures comme à la recherche de traits particuliers. Elle vit apparaître alors par fragments fugaces rayonnant soudain d'une violente lumière blanche, les visages éblouis, yeux mi-clos, les visages singuliers de ceux dont on n'avait pu jusque-là considérer que l'ensemble. Tous étaient jeunes, à peu près comme elle. Un homme lui fit penser fugitivement à son mari, avec son air calme, un peu triste. Son propre visage passa dans le faisceau de lumière brutale et elle songea. Lui, moi, Kadidamba, toujours heureuse de prononcer muettement son nom et de le sentir si bien accordé à l'image qu'elle avait, précise et satisfaisante, de sa propre figure, ainsi qu'avec son cœur de Kadi, ce qui se nichait en elle et auquel nul n'avait accès en dehors d'elle-même. Elle distinguait d'autres lumières, moins crues, plus jaunes et chancelantes, du côté de la mer. Oh, elle avait bien peur. Elle tenta frénétiquement, dans un effort de mémoire qui lui donna le vertige, de lier ce qu'elle voyait et percevait, lueur patiente, grandement du ressac, hommes et femmes rassemblés sur le sable, à quelque chose qu'elle eût entendu dans la famille de son mari, au marché, dans la cour de la maison où elle avait vécu, auparavant encore, quand elle tenait la buvette et ne pensait tout au long du jour qu'à l'enfant qu'elle voulait tant concevoir. Il lui semblait qu'elle aurait pu se souvenir d'une bribe de conversation, de quelques mots sortant d'une radio, attrapés au vol et vaguement rangés en soi-même parmi les informations dénuées d'intérêt, mais non de possibilité d'en avoir un jour. Il lui semblait qu'elle avait su, sans y prêter attention, sans y attacher d'importance à certaines périodes de son existence, la signification d'une telle réunion d'éléments. Nuit, langue tremblante, sang-froid, visage anxieux. Et il lui semblait qu'elle le savait encore, mais que les pesanteurs de son esprit récalcitrant l'empêchaient d'accéder à cette zone de connaissances brouillonnes et chiches auxquelles se rapportait peut-être, certainement, la scène qu'elle était en train de vivre. Les hommes aux lampes torches vociféraient, de plus en plus pressants et nerveux à mesure que les gens s'approchaient de la mer. Kadi sentit que l'eau submergeait ses tours. Puis elle distingua nettement les lumières mouvantes devant elle, comprit qu'elle devait provenir de lampes accrochées à l'avant d'un bateau. Elle discerna alors, comme s'il lui avait fallu d'abord saisir de quoi il s'agissait pour le voir, les formes d'une grande barque semblable à celle dont elle guettait le retour lorsque, petite fille, sa grand-mère l'envoyait acheter du poisson sur la plage. Les gens devant elle entraient dans l'eau, soulevant leurs bagages au-dessus de leur tête, puis se hissaient dans la barque, tirés par ceux qui y étaient déjà et dont Kadi put entrevoir dans la clarté jaunâtre, fragiles, mobiles, les visages calmes, soucieux, avant de se retrouver elle-même avançant gauchement dans l'eau froide, jetant son paquet dans la barque, laissant les bras la aller jusqu'à l'intérieur. Le fond de la barque était rempli d'eau. Elle agrippa son paquet, s'accroupit contre l'un des côtés du bateau. Une odeur incertaine, putride, montait du bois. Elle resta ainsi hébétée, stupéfaite, tandis que grimpait encore dans la barque un tel nombre de personnes qu'elle craignait d'être étouffée, écrasée. Elle se mit debout, titubante. Prise de terreur, elle haletait. Elle tira sur son pagne mouillé, passa une jambe par-dessus le bord du bateau, attrapa son ballot, souleva l'autre jambe. Une odeur effroyable lui déchira le mauvais doigt. Elle sauta dans l'eau. Elle regagna la grève en pataugeant, se mit à courir dans le sable, dans l'obscurité qui s'épaississait à mesure qu'elle s'éloignait du bateau, et bien que son mollet la fit considérablement souffrir, et que son cœur cogna si fort qu'elle en avait la nausée, la conscience claire, indubitable, qu'elle venait d'accomplir un geste qui n'avait procédé que de sa résolution, que de l'idée qu'elle s'était formée à toute vitesse de l'intérêt vital qu'il y avait pour elle à faire l'embarcation. La montée d'une voix ardente, féroce, éperdue, lui révélant dans le même temps qu'il ne lui était encore jamais arrivé de décider aussi pleinement de quoi que ce fût d'important pour elle, puisque son mariage, elle n'avait été que trop pressée d'y consentir, lorsque cet homme gentil et tranquille, un voisin alors, l'avait demandé, lui permettant
ainsi de s'éloigner de sa grand-mère, mais certainement pas, songeait-elle, suffocante, sans cesser de courir, certainement pas d'avoir l'impression que sa vie lui appartenait. Oh non, certainement pas, ni que sa vie dépendait des choix qu'elle, Kadi Damba, pouvait faire, car elle avait été choisie par cet homme qui s'était avéré être par chance un homme bon, mais elle l'avait ignoré au moment où ce choix s'était porté sur elle. Elle l'avait ignoré en acceptant, reconnaissant, soulagée d'être choisie. Épuisée, elle se laissa tomber dans le sable. Subitement, elle souleva ses paupières, s'assit dans les sables. À quelques mètres d'elle, un jeune homme était agenouillé, qui ne baissait pas les yeux quand elle dirigea les siens vers lui, et se contenta d'incliner légèrement la tête, en montrant les formes de ses mains, lui signifiant qu'elle ne devait pas les craindre, cependant qu'elle l'examinait d'un œil furtif, prudent, et repassant mentalement les images de la veille selon cohérence, et à une vitesse qu'elle aurait pu croire sa pensée trop déshabituée pour s'y plier, reconnaissait l'un des visages qu'elle avait entreaperçu, blêmi par les faisceaux de la lampe torche, juste avant de monter sur la barque. Il lui parut être plus jeune qu'elle, 20 ans peut-être. Et c'est presque d'une voix d'enfant, un peu haute, un peu grêle, qu'il demanda. Alors ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Moi, c'est la vie. Elle hésita puis, sa voix était complètement de sa voix un certain ton de fierté, et pleine d'arrogance, lui dit son nom complet. Kadi Damba. Il s'éleva, vint s'asseoir plus près d'elle. La plage déserte, au sable grisâtre, était couverte de déchets, plastiques, bouteilles, sacs de bulles crevés que la mine considérait avec une froide application. Ses yeux ne s'arrêtant détachés sous chaque détritus que pour en évaluer l'usage encore possible, puis passant à un autre et rejetant les précédents. Non seulement dans le lit, mais dans l'inexistence. Ce regard se posa sur les mollets de Kadi. Il eut un rictus horrifié qu'il masqua gauchement sous un bal soyeux. Tu es bien blessé, Anne. Je sais où trouver de l'eau. Il l'aida à se mettre sur ses pieds. Elle sentit la force nerveuse, en permanente tension de son corps, afflanqué du, comme elle dit, aguerri par la défiance, l'équilibre, les privations, aussi bien que la faculté d'effacer celle-ci de ses sensations, de même qu'il caressait ôté de sa vision, en lignant les objets qui n'étaient pas intéressants de ramasser sur la plage. Kadi se savait encore maigre et résistant, mais non pas comme celui du garçon, trempé dans les bains glaciales des sacrifices obligés, de celle qui pour la première fois de sa vie, elle eut l'impression d'avoir eu plus de chance qu'un individu précis. Elle vérifia en palpant le haut de son panne que le rouleau de billets était bien serré dans l'élastique de sa culotte. Puis, refusant son aide, elle marcha à côté de la mine vers la rangée des maisons et des shops au toit de tôle qui bordaient la plage de la dernière ligne d'ordure. Chaque pas relançait la douleur. Elle se percha sur un tas de ballots à l'arrière du camion, à grande hauteur au-dessus d'elle. L'ami lui recommanda de s'agripper fermement au ficelle des pactages, afin de ne pas tomber. Il était assis tout contre elle, à cheval sur une caisse, et Kadi pouvait sentir l'odeur acide,
légère de sa sueur qui s'unissait à la sienne par l'intermédiaire de leurs bras, collés l'un à l'autre. Si tu tombes, le chauffeur ne s'arrête pas et tu meurs dans le désert. Caddy l'avait vu donner tout un paquet de billets au chauffeur en expliquant qu'il payait pour elle également. Puis il l'avait aidée à grimper dans le camion, incapable qu'elle était, avec sa jambe qui lui semblait être devenue si lourde, de se hisser toute seule. S'il plaisait à l'amie de jouer un rôle crucial dans l'avènement de sa liberté, elle lui en avait de la gratitude, oui. Son affection pour le garçon était grande et sincère, mais ne la rendait comptable de rien. La tête lui tourna un peu. L'intense douleur, qui ne s'apaisait jamais à présent, se mêlait à la joie, et c'était comme si cette dernière les lançait violemment elle aussi. Quand le camion s'ébranla, la secousse lui fit perdre l'équilibre. L'amie n'arrêta de justesse. Cramponnée aux ficelles, elle regarda s'espacer, puis disparaître les dernières maisons le long de la route. Était-ce pour elle qu'il avait eu si grand-peur? Elle devait se rappeler, sans amertume, avec une sèche tristesse, les attentions que l'amie avait eues à son égard. Elle n'avait pas perdu grand-chose, penserait-elle, et pensant également, avec cette impondérable fierté, cette assurance discrète et inébranlable, « Je suis moi, Caddy Danba », alors que les muscles des cuisses endoloris, la vulve gonflée et douloureuse, et le vagin brûlant, irrité, elle se relèverait maintes fois par jour de l'espèce de matelas, morceau de mousse grisâtre et puant qui serait pour de si longs mois son lieu de travail. Elle n'avait pas perdu grand-chose, penserait-elle. Car jamais, au plus fort de l'affliction et de l'épuisement, elle ne regretterait la période de sa vie où son esprit divaguait dans l'espace restreint, brumeux, protecteur et annihilant des songes immobiles, au temps où elle vivait dans sa belle famille. Elle ne regretterait pas davantage l'époque de son mariage quand chaque pensée n'était faite que de l'attente d'une grossesse. Quant à l'enchaînement des situations qui les avaient amenées là, elle et l'amie, elle l'avait en tête précisément et s'efforçait calmement, froidement de le comprendre. Après une journée et une nuit de route, le camion s'était arrêté à une frontière. Tous les voyageurs étaient descendus, s'étaient rangés en file et avaient présenté leur passeport à des militaires qui criaient un mot, un seul, que Caddy avait compris, bien qu'il ne fût pas de sa langue. À ceux qui levaient leurs mains, tendant l'air pour signifier qu'ils n'avaient rien ou qu'ils sortaient trop peu de leur poche, ils assonnaient de tels coups de matraque que certains tombaient à terre, d'où ils demeuraient, inconscients, parfois haussés encore par un soldat. Que ses efforts cognaient, le travail que cela lui demandait, semblaient étourdir de fureur. Caddy s'était mise à trembler de toute sa chair. L'amie, debout près d'elle, lui avait pressé la main. Elle pouvait voir la mâchoire du garçon tressautée comme si ses dents claquaient derrière ses lèvres serrées. Il avait tendu son passeport au militaire et quelques billets roulés en montrant Caddy, puis lui-même. L'homme avait pris les billets du bout des doigts, avec mépris. Il les avait jetés à terre. Il avait lancé un ordre et un soldat avait frappé l'amie dans le ventre. Plié en deux, le garçon était tombé à genoux, sans un mot, sans un gênement. Le soldat avait sorti un couteau, soulevé l'un des pieds de l'amie et d'un coup de lame avait fendu la semelle du garçon. Il avait placé un doigt dans la fente, puis il avait fait de même avec l'autre chaussure. Quand l'amie, presque aussitôt, comme si le danger était plus grand de rester prostré que de faire face à son ennemi, s'était remis debout, chancelant. Caddy avait pu voir deux filets de sang couler dessous ses chaussures, aussitôt bu par la poussière. Celui des militaires qui commandait aux autres s'était alors approché d'elle. Caddy avait tendu le passeport que l'amie avait fait faire pour elle. L'esprit limpide, quoiqu'elle ne pût empêcher son corps entier de grelotter, elle avait glissé la main dans la ceinture de son pagne, avait tiré la maigre liasse de billets qui, serrée par l'élastique de sa culotte détrempée de sueur, ressemblait à un bout de chiffon verdâtre, l'avait posé délicatement, respectueusement dans la main de l'homme, tout en collant son épaule à celle de l'amie pour bien montrer qu'ils étaient ensemble.
Cela faisait maintenant plusieurs semaines, elle ne savait au juste combien, qu'ils étaient échoués dans cette vie du désert. Non pas celle où le soldat avait entaillé la plante des milieu de la nuit, mais une autre, plus éloignée de leur point de départ, où les avait conduits le camion, une fois passé ce premier contrôle. Affamés, épuisés, ils s'étaient allongés pour dormir dans l'espèce d'une gare routière où les avait abandonnés le camion. D'autres camions attendaient, prêts à repartir avec leur chargement de passagers. Les hommes et les femmes passaient leur journée à fabriquer des échelles, chacun la sienne, et Caddy fut quelque temps à les observer et à comprendre la façon dont ils procédaient. Puis elle se mit en quête de branchage et travailla à son tour à construire une échelle, recherchant méthodiquement dans ses souvenirs celui du récit que lui avait fait un garçon, sans prénom ni visage, de son ascension manquée d'un grillage séparant l'Afrique de l'Europe. Plus tard, des semaines et des mois peut-être, alors que chaque nuit devenait plus froide que la précédente et que le soleil semblait chaque jour plus bas et plus pâle dans la forêt, les hommes, qui s'étaient proclamés ou avaient été désignés chefs du camp, annoncèrent l'attaque du grillage pour le surlendemain. Ils arrivèrent enfin dans une zone déserte, éclairée de lumière blanche, comme un éclat lunaire porté à incandescence. Et Caddy aperçut le grillage dont ils parlaient tous. Elle courait aussi, la bouche ouverte, mais incapable d'inspirer, les yeux fixes, la gorge bloquée. Et déjà le grillage était là. Et elle y appuyait son échelle, et la voilà qui montait barreau après barreau, jusqu'à ce que, le dernier degré atteint, elle agrippa le grillage. Et elle pouvait entendre autour d'elle des balles claquer et des cris de douleur et d'effroi, ne sachant pas si elle criait également ou si c'était les martèlements du sang dans son crâne qui l'enveloppait de cette plainte continue, et elle voulait monter encore, et se rappeler qu'un garçon lui avait dit qu'il ne fallait jamais s'arrêter de monter, avant d'avoir gagné le haut du grillage. Mais les barbelés arrachaient la peau de ses mains et de ses pieds, et elle pouvait maintenant s'entendre hurler et sentir le sang couler sur ses bras, ses épaules, et se disant jamais s'arrêter de monter, jamais, répétant les mots sans plus les comprendre, et puis abandonnant, lâchant prise, tombant en arrière avec douceur, et pensant alors que le propre de Caddy Damba, moins qu'un souffle, à peine un mouvement de l'air, était certainement de ne pas toucher terre, de flotter éternel, inestimable, trouver un dire pour s'écraser jamais dans la clarté aveuglante et glaciale des projecteurs. C'est moi, Caddy Damba. Songeait-elle encore à l'instant où son crâne heurta le sol et où, des yeux grands ouverts, elle voyait planer lentement par-dessus le village un oiseau aux longues ailes grises. C'est moi, Caddy Damba. Songea-t-elle dans l'éblouissement de cette révélation, sachant qu'elle était cet oiseau et que l'oiseau le savait.